Henri Salvador, nous sommes ici à Lausanne, à l'hôtel Mirabeau, plein centre-ville. C'est là que vous logez d'ailleurs pour quelques temps. Ah, c'est très beau, histoire ça. de présenter votre nouveau livre. Alors dites-moi, vous connaissez un petit peu la région de Lausanne? Très peu. Non, mais je suis venu très peu ici. Non. Vous connaissez les gens? Vous avez des amis ici ou personne? Non, je vous connais, vous. Comment ça va? Non, ça va bien que la dernière fois. Non, mais sinon, c'est pas une région qui vous inspire ou bien le... Ah si, ça m'inspirerait, mais j'ai jamais le temps. Vous vous rendez compte, avec ce livre, c'est les boules et le disque, j'ai une promotion d'enfer. C'est-à-dire que je vais commencer à dormir à partir du 28 décembre, vous voyez? Alors j'ai calculé qu'il y aura beaucoup d'heures parce que vous dormez 14 heures par nuit. Mais c'est un gag ou c'est sérieux ça? Ah mais non, c'est sérieux. D'ailleurs, vous voyez, je ne fais pas mon âge. Je suis conservé, moi. Alors, si on calcule bien, vous avez à peu près 35 ans en gros, puisque vous avez Voilà. la moitié de votre vie. Donc c'est ça la recette. Peut-être 37, allez, je vous accorde 2 ans de plus. Dites-moi, Henri Salvador, vous avez dit dans ce livre pas mal de choses qui nous ont beaucoup amusés. Ce livre qui sort ces jours et qui s'appelle « Attention ma vie », c'est 77 ans d'existence, comme nous disons ici, 77 ans en 300 pages. Oui. C'est peu et c'est court, hein. Vous n'avez pas eu envie de nous ennuyer longtemps. Et d'ailleurs, vous ne nous avez pas ennuyé du tout parce que le livre est très drôle, on se marre bien, du début à la fin d'ailleurs. Mais il y a une phrase parmi celles qui m'ont intéressé, où vous dites « le temps ne passe pas, il reste ». Ah oui. Alors vraiment, est-ce que pour vous, vous ne sentez pas les années passer? Vous êtes toujours Non, je ne les présent? sens pas, je me sens aussi bien comme si j'avais 17 ans, quoi. Je me dépense autant, c'est-à-dire que maintenant, peut-être que je fatigue un petit peu plus qu'avant, mais je ne le sens pas trop, quoi. Je suis alerte, d'ailleurs, j'ai jamais fumé, je ne bois pas. Je dors beaucoup, donc et j'ai fait beaucoup de yoga. Donc je suis en pleine santé. D'ailleurs, vous voyez, ma peau est délicieuse, n'est-ce pas, mesdames? Allez voir. Ah oui, elle est pas mal, ouais. Excellente. Oui. Non, il a raison. Tandis que vous, ça rappe. Écoutez, ça rappe. Vous savez, c'est d'être près de la nature. Oui, c'est vrai, ça. Alors dites-moi, dans ce livre, vous nous apprenez vraiment tout sur votre existence. On apprend par exemple, pour ceux qui ne savaient pas encore, que vous êtes né en Guyane, vous parlez dans des phrases, je dois dire, extrêmement poétiques de cette région, mais en fait, à 7 ans, quand vous êtes parti, vous dites que vous n'êtes plus jamais retourné en Guyane. Alors ça me paraît incroyable, vous aimez cette région, vous avez un souvenir merveilleux et vous n'y retournez plus? C'est-à-dire que c'est loin. Deuxièmement, j'ai jamais le temps d'y aller. Et quand je vais, par exemple, à la Guadeloupe ou à la Martinique, eh ben, il faut quand même... j'y vais souvent en vacances, vous savez, parce que c'est agréable là-bas. Mais quand on est en vacances, il faut encore prendre l'avion pour aller faire encore 1h30 pour aller jusqu'à la Cayenne. Et vous savez, comme je suis un type qui aime vraiment ne rien foutre, c'est quand même embêtant d'aller reprendre l'avion encore. Pourquoi? Pour voir la même chose que j'ai à la Martinique. Mais ça vous a jamais manqué de revoir un peu les endroits où vous êtes né, de voir Cayenne, non? Ça vous titille pas l'esprit? Si. J'irai un jour. J'espère que j'irai un jour, je vais y aller. Mais d'ailleurs, il paraît que lorsque je passe à la télévision là-bas, c'est le carnaval le lendemain. Henri est passé à la télévision, oui. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os, mais en fait, on ne vous croit pas tout à fait. Quand vous dites que vous travaillez peu, parce que vous, en fait, vous sortez un bouquin, un livre, il y a énormément de travail. Réellement, comment vous faites? Vous travaillez de manière très concentrée ou bien? Mais vous n'avez pas compris ma combine. C'est quoi? Je vais vous expliquer. Une carrière d'artiste, pour les gens qui sont malins et qui savent, c'est comme un marathon. Il faut avoir du souffle. Qu'est-ce que c'est que mon souffle? C'est ma fainéantise. Parce que je travaille un peu, je m'arrête beaucoup, je travaille un peu, je m'arrête beaucoup, ce qui fait que sans s'en apercevoir, j'ai fait une carrière, les gens étaient contents de me revoir, et puis ils étaient impatients, ils disaient quand est-ce qu'il va revenir, et quand je réapparaissais, ils étaient encore contents de me voir, ce qui fait que maintenant je suis arrivé à un terme où les gens, ça c'est le dernier coup, je fais 1, 2, 3... out. Vous arrêtez. Et je peux enfin, je n'arrête pas, mais j'ai fait encore une halte. C'est formidable. Alors ce livre, vous dites, il est urgent que j'apprenne aux gens que je n'ai rien à leur dire. C'est vrai. 300 pages pour ça, non, franchement. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça c'est grâce à mon ami Jean Curtelin qui c'est lui qui a insisté pour que je fasse le bouquin, parce que moi,
Ça fait 14 ans qu'ils me courent après les éditeurs en France. Et moi, je leur disais, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis chanteur, je suis pas écrivain, alors qu'est-ce que vous voulez m'embêter? Et puis, lui, ce salaud, il venait tous les ans en vacances chez moi, et quand on parlait, il me disait, merde, qu'est-ce que tu racontes là? C'est chouette, il faudrait le raconter, il faudrait faire un bouquin. Je dis, non. Et au bout de 4 ans, j'ai dit, bon, tu vas l'écrire toi. Moi, je ne savais pas qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'est l'enfer, ça. Comment vous avez fait? Comment s'est réparti le travail entre lui? C'est épouvantable. Vous ne pouvez pas savoir. Alors, vous preniez des notes ou bien comment vous filiez des notes? Je ne prends pas de notes. Moi, vous savez, je suis un type très fainéant. C'est lui qui prenait des notes. Mais alors voilà comment il travaille. Il écrit très petit, sur des pages blanches comme ça, là, il écrit, et puis il met par terre. Et ça, c'est lundi. Il continue, raconte. Ça, c'est mardi. Et puis le lendemain, quand il rentre chez lui, il ne sait plus où est lundi, où est mardi, où est vendredi, et on est tous les deux à 4 pattes en train de chercher le sujet de quoi on parlait. C'est une histoire de fou, ça. Ça, c'est un truc que je ne ferai plus. Hein. Il y a combien de pourcentage de vrai, à votre avis? Vous avez évalué un peu, sous-pesé le pourcentage d'exactitude? Tout est vrai. Tout est vrai? Ah ben écoutez, moi, si je raconte ma vie, c'est la moindre des choses que je sache ce que je raconte. Non, ça, il y a tellement de passages drôles, cocasses, qu'effectivement on se demande. D'ailleurs, on se demande aussi dans quelles circonstances toutes ces anecdotes ont été réunies. Est-ce que vous avez travaillé ensemble à réunir toutes ces pensées, tous ces souvenirs? Mais oui, j'ai travaillé avec lui et je vous assure que ça ne m'a pas plu du tout. Hein, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut le faire? En combien de temps? C'est un gros boulot. Hein. Oh, je crois qu'on a mis 4 mois. 4 mois, oui, on a mis 4 mois pour faire ça. Mais alors tous les jours, hein, ça c'est pas marrant. Alors, parce que moi qui adore jouer au boule, vous vous rendez compte, c'était en période de chaleur, je suis obligé de rester chez moi ou chez lui à raconter, à me creuser la tête pour savoir. Et alors en plus, il a eu un mal fou parce que moi je pouvais lui raconter des trucs qui me venaient comme ça à la tête, et il me disait, mais quand? Ah, je dis ça. Samoureux, je ne sais pas, débrouille-toi. Alors il allait embêter ma secrétaire, il cherchait dans les papiers, et on a fait le bouquin les 3 derniers jours. Alors c'était l'enfer parce que l'éditeur disait, il faut, dernier délai, c'est lundi. Alors on a fait 140 pages en 3 jours, les 140 dernières pages. Vous dites, il faut dire du bien de soi, après... D'autres le répètent, on ne sait plus qui l'a dit. Voilà, c'est Alors ça. aujourd'hui, j'aimerais que vous nous disiez un peu de bien de vous. Quelles sont les qualités qui vous paraissent essentielles chez vous? Écoutez, j'ai énormément de talent. Je suis un très beau garçon. Je plais énormément aux femmes. Nom de Dieu. Dites-moi, votre père était percepteur, il allait prendre des impôts, puis en fait, l'humour a quand même germé en vous. Est-ce que dans votre famille on riait? Est-ce qu'un percepteur... Il riait beaucoup, mais il ne faisait pas partie de ce métier, pas du tout. Moi, c'est grâce à l'improvisation. Je suis un improvisateur, c'est une vie improvisée. Moi, je me demande comment je suis devenu un artiste, je ne sais pas. Parce que je faisais rire mon père, ma mère, après j'ai fait rire mon frère et ma sœur, après les copains à l'école. Et quand je suis monté sur une scène, j'ai trouvé ça tout naturel. Je ne voyais pas j'ai dit, on appelle ça un métier. Mais moi, je m'amusais parce que quand on est devant une salle, eh bien, il faut considérer qu'on est devant une personne. C'est comme si j'étais devant vous et que je vous racontais une histoire drôle. Et au lieu que ce soit une personne qui rigole, bah, c'est 2000 ou c'est 10 000. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si on pense qu'on a peur parce qu'il y a plusieurs personnes, c'est comme les gens qui ont le trac. J'en parlais avec Brel, d'ailleurs, je lui disais. Il me disait, tu sais, moi, quand je vais sur scène, il faut que j'aille dégueuler parce que j'ai un trac fou. J'ai dit, tu me prends pour un imbécile. Je lui dis, parce que voilà, les chansons, tu les as écrites et tu les connais. L'orchestre a répété, les lumières sont prêtes, le son est parfait. Et dans la salle, qu'est-ce qu'il y a dans la salle? De l'amour. Ce sont des gens qui t'aiment qui sont là. Alors je lui dis, tu as peur de l'amour, toi? Moi, quand je vais sur scène, j'y vais en étant content parce que je vais m'amuser avec les gens. Je ne vais pas pour travailler. D'ailleurs, je n'ai jamais travaillé de ma vie. D'ailleurs, le mot travail, ça veut dire quelque chose de forcé, moi. Je ne fais que les choses qui me font plaisir. C'est Cayenne qui vous a dégoûté, en fait, du travail, parce que vous avez vu les travaux forcés, c'est ça qui vous a donné l'aversion depuis lors pour ce travail, non? C'est un mot de journaliste, hein, attention. Vous savez pourtant avoir lu que Cayenne vous avait inspiré certains dégoûts du travail, non?
Pas moi, à eux. parce qu'eux, ils travaillaient. Moi, j'ai jamais travaillé. Moi. Je n'ai fait que les choses ça qui vous a pas servi me de faisaient leçon, plaisir. non? Par exemple, attention, si vous continuez, je vais croire que je travaille là. Dites-moi, ces jours, on se mobilise beaucoup pour la journée du sida. Beaucoup de gens disent qu'il faut essayer de présenter le sida avec d'une manière peut-être moins dramatique. À votre avis, est-ce qu'on peut rire du sida? Est-ce qu'on peut monter des spectacles humoristiques autour d'un thème aussi terrible? Quel est votre avis? Moi, je vais vous dire, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui peuvent faire un spectacle et en rire, ce sont les gens qui ont le sida. Mais ceux qui ne l'ont pas, alors ce serait dramatique. Si on se mettait à rire de ça, c'est pas possible. C'est un drame perpétuel, je ne comprends pas. Mais je comprendrais très bien que les gens qui ont le sida aient l'humour. Par exemple, vous vous souvenez de Desproges. Pierre Desproges, il avait le cancer, eh bien, il faisait des jeux de mots sur sa maladie. Et ça, c'est drôle. C'est comme cet auteur dramatique qui avait le cancer de la prostate. Et alors, il lui arrivait, évidemment, et il pétait tout le temps, vous savez. Et il a dit, je meurs en faisant un cancer symphonique. Je trouve que c'est très bien trouvé. Mais lui, il pouvait le dire parce qu'il l'avait. Mais moi, je ne pourrais pas me permettre de me fiche des gens qui ont une maladie aussi terrible. On n'a pas le droit. Non, pas du tout. Enfin, je vous pose la question parce que j'ai juste le droit d'aller faire des galas au profit du sida, mais pas me fiche d'eux quand même. Attendez, toi, tu es un égoïste, toi, tu bois de l'eau et moi, j'en ai bois pas. Alors, donne-moi un verre d'eau, toi. Égoïste. J'attends qu'ils vous servent de l'eau et puis on va... Mais c'est pareil, pareil. Au contraire, c'est plus marrant pour les copains. Allez-y, mon pote. C'est ça qui est drôle dans le même. Tout à fait, on fait de la télé. Tu signes 2 fois, mais tu regardes pas. Ah, voilà. Tiens. Tu t'en vas? Non, elle fait remarquer. On sait que les influences musicales, on sait que le soleil influence la musique, la colore. Est-ce qu'à votre avis, vous qui avez quand même un demi-siècle d'expérience en musique, est-ce que vous avez l'impression que les musiques sont vraiment le reflet de leurs époques? Est-ce que quand on les écoute rétroactivement, on peut les placer, les glisser sur une époque bien particulière? Attendez. À notre époque, on est cuit, hein, parce que nous sommes... il y a une musique qui influence tous les autres, et d'ailleurs qui tue les folklores, et je ne suis pas d'accord, c'est les musiques américaines. Malheureusement, la grande musique, la bonne musique américaine, c'est pas celle-là qu'on entend. On entend la mauvaise musique américaine, c'est la commerciale. Ça, j'ai horreur de ça, les types qui font du fric avec de la chanson, ça, je trouve ça dégueulasse. Mais... parce qu'ils vont finir par tuer le... Je vais vous raconter un truc. Au Brésil, il y a un hit parade. Eh bien, les 50 premières chansons qui sont dans le hit parade sont américaines, et la 51e est une brésilienne. Et quand même, le Brésil, c'est le pays de la musique, c'est le pays de la plus belle musique du monde. Eh bien, ils sont arrivés à influencer ce peuple sur un hit parade, donc c'est truqué. Donc je ne marche pas, je suis contre toutes ces musiques. Je voudrais que les musiques de chaque pays revivent pour qu'on puisse aller s'inspirer quand même. Mais on ne peut plus s'inspirer de rien du tout. Vous vous rendez compte, un Américain qui va à Paris maintenant, qu'est-ce qu'il va acheter chez un disquaire? Un disque de Michael Jackson. Alors, où est l'intérêt? Il ne se dépayse pas. Il n'a qu'à rester chez lui. Alors, comment est-ce que l'artiste, comment est-ce que la société peut résister à ce monopole culturel, à votre avis? Eh bien, il n'y a que les gouvernements qui peuvent faire ça. Mais comment? En interdisant l'importation de chansons? Mais écoutez, américaines? au Canada, ils l'ont interdit. Hein. Ils ont dit, voilà, il y avait 80% de chansons américaines et 20% de françaises. Ils se sont révoltés, ils ont voté une loi, 60% de françaises et 40% d'américaines. Eh bien, dites donc, les radios qui passaient tellement d'américains, ils y viennent dans la chanson française. Ils s'aperçoivent que le public, il aime bien ça. Il aime bien se retrouver, son folklore, c'est quand même invraisemblable qu'on soit obligé. Maintenant, dans les maisons de disques françaises, on dit à des jeunes, vous chantez pas en anglais, on vous engage pas. Comment que ça veut dire ça? On est en France. C'est comme un imbécile qui avait fait la semaine de la chanson française en France. Alors ça c'est un comble. On est en France, on fait la semaine de la chanson française en France. Ah, pas merde alors.
Mais vous croyez vraiment qu'une loi peut changer, modifier évidemment, le goût des gens? puisqu'ils sont bien arrivés, les Canadiens. Pourquoi ça prouve que c'est possible. Vous savez que les gens en France, ils souffrent de ne pas entendre leurs chansons. Mais alors le hit parade, c'est quand même le vote des gens, non? Vous rigolez, c'est truqué. Vous savez bien que c'est truqué. Vous le savez. Il sait tout, et puis il veut me brancher. Il veut me faire parler. Oui, écoutez, c'est l'occasion. Je voulais vous demander aussi si vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les chansons que les jeunes écoutent reviennent un petit peu au goût du passé. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un peu un esprit de retour sur le passé, ou est-ce que les musiques ne reviennent pas sur leurs racines? Écoutez, moi, je suis mal placé pour vous le dire, parce que je suis pour ainsi dire pas dans le coup. Moi, j'ai toujours chanté ce qui me plaisait. Et dernièrement, j'ai fait des chansons qui me plaisaient aussi. Donc, je n'écoute pas trop tellement les nouveautés, des trucs comme ça. Je vis pas comme un artiste. Vous savez, il y a des types qui sont malades, ils font un disque, ils disent « Ah, pourvu que je sois dans le hit parade ». Moi, je m'en fous complètement. Si je suis en hit parade, tant mieux. Si je ne suis pas, je m'en fous. Donc, c'est pas à moi qu'il faut poser ces questions-là. Il faut poser à des types qui veulent gagner. Vous savez, ils disent « être toujours premier ». Moi, j'en ai rien à foutre, moi, d'être premier. Quand vous faites une chanson, dans quelles circonstances? Quel est au fond l'état d'esprit qui vous inspire le plus une chanson? Je fais une chanson quand elle me vient, si elle est belle, et je la préfère jolie que recherchante. J'en ai fait des chansons pour gagner des sous, hein, vous savez. Je n'ai pas honte de ça. Parce que quand j'ai fait ma maison de disques à moi, et c'était ma femme qui tenait les brides le portefeuille, quoi. Et alors elle m'a dit, écoute, tu sais, si tu veux qu'on gagne un peu d'argent, il faut que tu fasses un petit peu de concession, que tu fasses un peu de musique à sous, comme on dit. Tu vois, comme on dit en Amérique, money music. Alors évidemment, j'ai fait des chansons qui... C'est pas difficile, ça, de faire des chansons Afrique, vous savez, ça c'est élémentaire. Alors j'en ai fait. Et puis, sans le vouloir, évidemment, j'ai agrandi mon public. J'ai eu un public différent. Parce que le public qui aime la qualité, il n'est pas nombreux, dans tous les pays. Hein. Alors quand on veut toucher la masse, il faut faire quand même des sacrifices. Et comme j'ai une formation de jazz, j'ai toujours mis derrière le truc commercial, un truc qui swing bien. Donc j'ai réussi à amalgamer les deux. C'est-à-dire que je vendais de la soupe, mais de grande qualité. Et alors, j'ai fait des sous. Ça m'a permis de tenir le coup. Mais si j'avais insisté, je voulais faire toujours des belles chansons avec des belles harmonies, bah, je n'aurais pas gagné un rond et je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Dites-moi, vos plus grands succès, est-ce que vous les classez dans la catégorie de chansons à but commercial, ou est-ce que c'est un hasard? On pense à Zorro, on pense à tous vos grands tubes. Comment est-ce que vous les jugez vous-même? Alors, vous avez dit le mot fatidique, parce que imaginez-vous que moi, Zorro, je ne voulais pas qu'il soit dans le disque, parce que je trouvais cette chanson épouvantable. Je disais à ma femme, enfin, on va pas mettre ce truc, quoi. Je l'aimais pas. Elle m'a dit, écoute, elle avait fait un mixage, c'est elle qui faisait tout, un mixage extraordinaire, elle travaillait dessus, elle me dit, écoute, laisse-moi faire, si tu veux, écoute, on la met pas en un, on la met en 4, mais laisse-moi le mettre. Ah, je dis, bon, fais-le. Je m'étais trompé, ça a fait un tube énorme. Ce qui prouve que dans ce métier, on n'y connaît rien. C'est la chance, quoi, qui fait qu'une chanson, on ne sait pas pourquoi une chanson devient un succès. Hein. Eh bien, les gars, regarde le type qui avait écrit Le clair de lune à Maubeuge. C'est pas rien, ça. Eh ben, ça fait un triomphe, il a fait des films d'après. Pour vous dire qu'on ne sait pas. Et moi, comment voulez-vous que je sache, quand j'ai fait Syracuse, je me suis dit, ça c'est une belle chanson. Mais jamais j'aurais cru que Syracuse aurait pris cette ampleur. D'ailleurs, c'est pour vous dire qu'on ne sait rien. On fait la chanson, et puis, vaille que vaille, on verra. Eh bien, des fois, on a des surprises. Regardez, je vais vous raconter un truc. Un jour, j'avais fait une chanson, j'ai dit à ma femme, je vais faire un tube. Et pour faire un tube, il ne faut pas beaucoup de notes et très peu de mots. Eh bien, j'avais fait une chanson avec 2 notes. Ça s'appelait Doucement, doucement. Ça s'appelait Doucement, doucement, tu dis que tu m'aimes. Ça fait 2 notes, ça. Doucement, doucement, je te dis je t'aime. Eh bien, j'ai fait un bide en France. Eh bien, imaginez-vous qu'un jour, j'ai reçu $10 000
de Suède. C'était un tube. Donc je ne m'étais pas trompé, mais je m'étais trompé de pays. Oui. C'est à quel moment que vous faites des chansons, elles vous viennent, hein, comme vous dites, mais elles vous viennent quand en particulier? Quel est l'état d'esprit le meilleur pour vous pour créer une chanson? Non, je ne suis pas... Moi, ça vient n'importe quand. N'importe quand? L'après-midi, le soir, le matin? Je vais vous dire, par exemple, on est ici. Quelqu'un rit à côté, là. Il peut rire. Eh bien, ça peut me faire... Ça y est, j'ai fait une chanson. Et on ne sait pas comment. Un type passe avec un glaçon, on fait des chansons avec n'importe quoi. Donc, c'est le... Je sais pas, il y a un petit oiseau qui vous le souffle ou bien un accident heureux. Mais le type qui vous dit, je vais composer une œuvre, alors celui-là, c'est pas un vrai. Vous improvisez votre vie, dites-vous. Est-ce que vous avez quand même des projets? Est-ce que maintenant, il y a des projets qui vous trottent l'esprit ou c'est... Ça, c'est vraiment une question de journaliste, ça. J'aime pas me renier. Sacré bonhomme. Ben, j'ai un projet, oui. Je vais commencer à partir du 28 décembre. Je vais ne rien foutre. Ça, c'est un projet extraordinaire. Ne rien foutre. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Une plage, du soleil et ne rien foutre. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est très difficile à faire. Parce que pour y arriver, mon pote, il faut aller au charbon. À la tienne, mon pote. Dites-moi, vous avez amené une boule, je vois. Ah bah oui, hein? C'est la dernière boule, la boule. Vous faites de la pétanque tous les jours? Même le jour où vous avez décidé de rien faire, vous ferez quand même de la pétanque? Ah bah justement, c'est ça que je vais faire. Parce que ça, c'est le super pied. Alors, je vais vous expliquer. Ça, c'est une révolution et qui fait du mal. Et vous savez qu'il n'y a qu'un seul producteur de boules au monde, en France. Un seul. Et quand on a fait celle-là, il est devenu fou. Parce qu'il ne pourra jamais la faire. C'est une boule scientifique qui a été faite sur ordinateur. Vous voyez ces petits plots-là? Ça a été fait par un ordinateur qui fait 31 millions de calculs en une seconde. Elle a mis 200 heures pour faire cette boule, pour la dessiner. Donc, vous voyez les petits plots là, ils sont en quinconce, et puis ça descend graduellement ici. Nous avons fait une bande équatoriale, équatoriale. Ah, voilà. Oh, vous avez compris. Alors, équatoriale, et ça repart ici, pareil, vous voyez, c'est un travail de fou. C'est soudé au laser, ça, il ne le faisait jamais, ça, avant. Ici, on a fait ça exprès pour que le type mette son nom, le poids de la boule, la date, bon. Et s'il y a une compétition, par exemple, le grand tournoi de Lausanne, on peut marquer grand tournoi de Lausanne. Et en plus, à l'intérieur de la boule, il y a une invention salvadorienne, merde quoi. C'est vous? Oui. Je disais à mon ami Vartan Berberian, qui est ici, que sur les murs des studios d'enregistrement, il y avait des proéminences pour casser le son. Alors je lui ai dit, si on faisait ça dans l'intérieur de la boule, peut-être que ça casserait les chocs. Bonne idée, me dit-il. Et il l'a fait, il l'a conçu différemment. Malheureusement, je n'étais pas là pour vous faire voir. Attendez, ah oui, je l'ai là. Je vais vous faire voir. Et alors là, voilà ce qu'il a fait. Vous voyez, à l'intérieur de la boule, il y a comme ça, des petits problèmes. Et quand la boule tombe, toc, elle va droit. C'est un anti-choc. Ça casse les cailloux. Donc, c'est une boule scientifique, vraiment, et ça fait 4 ans qu'on est dessus, et on l'a déjà améliorée 2 fois maintenant. Celle-là, c'est presque un prototype. Les prochaines, ce seront des trucs un peu carrés, un peu plus larges, et ce sera plus doux à la main, et elle est terriblement équilibrée, et c'est la boule de l'avenir, parce que nous, on a fait ça parce qu'on avait l'intention de faire ça pour que la boule puisse aller aux Jeux Olympiques. Et ça, on va y arriver. Et j'ai fait jouer par des champions du monde, qui s'appelle Simoens. Quand il a envoyé la boule et qu'il a vu comment elle a été, il a dit « Oh, miracolo !» C'est une très bonne boule, sans blague. Là, on ne s'est pas trompé. Alors, on rendez compte, une boule révolutionnaire, un disque merveilleux, un livre fantastique, je peux me permettre de ne rien foutre après.
Henri Salvador, merci beaucoup. Vous Et puis en êtes revenez à heureux. Lausanne très bientôt. On vous recevra avec grand plaisir. 1 kilo de pommes de terre. À la vôtre, hein. On s'est régalé, hein. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.